Bonsoir à tous, c'est mon premier live, sur Patreon, donc soyez indulgents avec moi. Je vous ai fait un résumé d'un ouvrage, assez étrange, c'est Contretemps de Christopher Stork. C'est une fiction de 1986 et ça m'a tout de suite, interpellé le sujet. C'est une substance qui modifie la perception interne qu'ont les gens du temps. Et force est de constater que, je l'avais dit même avant le Covid, hein, 2018-2019, le temps commençait déjà à s'accélérer visiblement. C'est pas juste une vision de l'esprit. Et à partir du Covid, euh, on voit de plus en plus de gens le remarquent, enfin maintenant c'est évident, le temps s'accélère. C'est pas seulement parce que oui, on vieillit, etc. Non, clairement, moi, et je suis pas le seul, beaucoup de gens le racontent, mais c'est un peu shadowbanné sur Internet, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ces résultats. Beaucoup de gens pensent la même chose. De façon effective, on fait la même chose qu'avant le Covid et on a peut-être 2 fois moins de temps qu'avant pour le faire. Autrement dit, une journée d'il y a 5, 6, 7 ans, eh bien, c'est peut-être un jour et demi, 2 jours d'aujourd'hui. Non, c'est l'inverse, pardon. Ça correspondrait à une demi-journée d'aujourd'hui. Et donc, je me demande bien évidemment si il nous aurait pas mis soit dans le cocovirus, soit nous mettre un gène qui fait en sorte de modifier notre perception interne du temps, peut-être pour accélérer l'escaton, accélérer l'apocalypse, donc la révélation, donc arriver à un nouveau monde, ou bien ils ont mis ça dans le vaccin. Alors, ça partirait d'un prérequis qui est que, comme disait professeur Luc Montagnier dans une interview, je ne sais plus si c'était TF1 ou BFM, il a dit, pas très longtemps, quelques mois avant de mourir, il a dit, moi qui ai travaillé sur le sida dans les années 80-90, pour moi, je ne sais plus s'il parlait d'ailleurs je crois qu'il parlait du vaccin. Il disait, ils ont mis une séquence qui ressemble beaucoup à celle du sida. Bref, donc là, on part du prérequis que tout ça a pu être modifié génétiquement, de façon, enfin, sciemment. Hein. Donc, c'est parti pour le résumé de cette fiction, donc ce livre de fiction Contretemps. Conrad Altern, un scientifique isolé et rongé par l'angoisse, s'apprête à réaliser une expérience sans précédent. Il a mis au point 2 gélules, une rouge pour avancer dans le temps, une blanche pour revenir, censées agir sur l'horloge biologique centrale du corps, spécifiquement au niveau de la glande pinéale. Ce mécanisme, qu'il perçoit comme une clé d'accès au temps lui-même, promet de bouleverser les fondements de la physique moderne, remettant en question la thermodynamique, la relativité et la physique quantique, en affirmant que le temps conventionnel n'existe pas et peut être modulé, voire inversé. Hein, c'est un petit peu ce qu'on remarquerait, petite parenthèse, depuis le Covid. Beaucoup de gens disent « mais les pôles se sont inversés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Hein, et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la pilule rouge et bleue de Matrix, mais on a une pilule rouge pour avancer dans le temps, une blanche pour revenir. Je vous rappelle que c'est un roman de 1986. Hein. On continue. Altern, donc le personnage principal, est animé par une soif de reconnaissance et une volonté de triompher de ses ennemis jurés, Shonak et Asp, 2 éminents physiciens dont il anticipe la fureur et la contre-offensive face à ses découvertes. Il s'attend à provoquer une tempête dans le monde scientifique et à faire voler en éclats les théories établies. Cette rivalité scientifique suggère une forme de conspiration intellectuelle contre ses idées révolutionnaires. Il refuse de partager ses dossiers, craignant probablement une opposition farouche ou une tentative de discréditer son travail. Après avoir ingéré la gélule rouge, Altern expérimente des sensations intenses de distorsion spatio-temporelle, décrivant une disparition du temps conventionnel et un saut d'1 heure dans le futur. Bien que l'expérience soit un succès pour lui, il réalise l'immense défi de la prouver. Étant son propre cobaye, son témoignage n'est pas scientifiquement recevable. Il craint d'être accusé d'hallucination ou de délire et que ses rivaux ne qualifient son expérience d'hallucination chronolytique. Il comprend qu'il a désespérément besoin d'un témoin
pour valider sa disparition, entre guillemets, et contrer les attaques qu'il anticipe de la part de ses détracteurs. On va faire une deuxième parenthèse ici. Ça parle aussi, comme vous le verrez, de voyage spatio-temporel. On a un film qui s'appelle Looper, je crois, qui parle de ça, c'est-à-dire aller dans le futur ou dans le passé pour modifier les événements. Et j'y pense aussi, au film Assassin's Creed tiré du jeu vidéo. Donc, très intéressant ça. Je continue. Alors qu'il se prépare à prendre la gélule blanche pour réintégrer son point de départ temporel, il est brusquement interrompu par l'arrivée inattendue de Louise Pauling, laissant le lecteur dans le suspense quant à la suite de son expérience. Conrad alterne dans un état physique déplorable mais exultant, annonce à Louise avoir réussi son premier voyage temporel grâce à 2 gélules de neuromédiateurs agissant sur la glande pinéale qu'il identifie comme l'horloge biologique centrale. Ces recherches, déclenchées par l'observation de la perception altérée du temps chez Louise elle-même, visent à prouver que le temps est modulable, remettant en cause les fondements de la physique. Cependant, son retour s'est accompagné d'un violent malaise et d'une douleur aiguë, fulgurante au crâne, suggérant des effets secondaires potentiellement dangereux de cette manipulation scientifique. Conrad, obsédé par la validation de ses travaux face à la communauté scientifique, qu'il anticipe hostile et prompte à le discréditer, qu'il qualifierait d'halluciné, supplie Louise d'être le témoin objectif de sa prochaine expérience. Elle refuse catégoriquement, craignant pour sa vie et le jugeant fou, l'abandonnant à son isolement. Peu après, Louise rejoint son amant, Zygmunt Kinzig, un homme d'affaires puissant et calculateur. Celui-ci, bien qu'il la réprimande pour son retard, se montre dédaigneux envers Conrad et ses recherches, les qualifiant de lubie et de folie digne d'un clinique psychiatrique. L'implication de Kinzig avec ses relations dans le monde des affaires, il mentionne la Ruskin Chemical Corporation, laisse entrevoir le potentiel d'une conspiration ou d'une exploitation de la découverte de Altern si elle venait à être connue, malgré les risques. La manipulation de la glande pinéale, souvent associée à des concepts ésotériques, ajoute donc une dimension intrigante à cette avancée scientifique radicale. Zygmunt Kinzig, initialement moqueur, se montre vivement intéressé par les neuromédiateurs de Conrad, qu'il voit comme une potentielle nouvelle substance hallucinogène à exploiter via son usine chimique. Cette révélation s'inscrit dans le cadre de ses activités illicites déjà établies. Kinzig est un acteur majeur du trafic de drogue, utilisant des réseaux parallèles pour s'approvisionner en produits de base depuis des pays comme le Pérou et la Bolivie, et fournissant une clientèle difficile en Europe. Alors, petite parenthèse, à propos des actualités, là, le Venezuela, vous avez bien compris que c'était un prétexte que les généraux vénézuéliens, soi-disant, conspiraient pour transiter de la drogue vers les États-Unis. Déjà, le Venezuela, c'est un pays très peu producteur et il est plus probable que ce soit le pétrole et aussi les fermes de minage de Bitcoin et de crypto-monnaies en général, qui sont très avancées au Venezuela, qui intéressent Trump. C'est très probable. Je continue la lecture du résumé. Donc, Zygmunt exerce une pression financière et menace Basil Rodney de la Ruskin Chemical Corporation, suggérant que cette dernière a également des liens avec des organisations qui ne sont pas toujours du bon côté de la loi. Kinzig ordonne ensuite la surveillance et le chantage de Rodney, démontrant sa nature impitoyable. Enfin, il enjoint Louise de lui amener Conrad et son matériel, entre guillemets, à sa villa, confirmant son intention d'acquérir les neuromédiateurs pour les intégrer à son empire chimique illégal, potentiellement pour créer de nouveaux produits psychoactifs. La manipulation de la glande pinéale via ces substances ajoute une dimension transgressive à cette entreprise criminelle. Kinzig, observant la saturation du marché de la drogue, voit dans la substance de Conrad une mine d'or pour établir un monopole en toute légalité. Il anticipe des conflits avec des rivaux comme Ruskin et ses amis de la mafia, révélant l'étendue de son réseau criminel et sa stratégie de domination. Conrad expose que ses recherches alliant physique quantique et chimie du cerveau permettent un véritable déplacement temporel et non une simple illusion. Il explique que le mécanisme repose sur la manipulation de la glande pinéale, qu'il identifie comme l'horloge biologique centrale, régulant notre flux temporel interne. Intéressant ça. En modifiant cette glande avec un cocktail de neuromédiateurs, histamine, taurine,
Tiens, qu'est-ce qui inclut la taurine dans le commerce? Bah, le Red Bull, hein, la sérotonine et autres produits de synthèse. Il affirme pouvoir créer un temps subjectif plus réel que le temps officiel, capable d'altérer la réalité externe, par exemple faire briller le soleil à minuit. Kinzig, fasciné, propose de nommer la substance l'acronine et promet d'éliminer les ennemis académiques de Conrad pour s'assurer sa collaboration, renforçant l'aspect complotiste et la manipulation scientifique. Conrad détient les preuves de ses affirmations dans sa sacoche, prêt à une démonstration. Je fais une petite pause ici pour vous dire bonsoir déjà, parce que c'est mon premier live sur Patreon et je vous ai même pas salué dans le chat. Très bonne année à vous. Je bois un petit coup, hein. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs que c'est probablement le dernier numéro du magazine Top Secret de Rock Soccer? C'est probablement le dernier mois de publication. Ça faisait plus de 20 ans, moi, que je lisais ce magazine. Il m'a vraiment mis les pieds à l'étrier. Après, c'était un niveau, on va dire, débutant, hein, au niveau conspiration, mais c'était la base de tout quand même. Alors, on continue avec le résumé de l'ouvrage Contretemps. Conrad Alterne démontre la réalité de son voyage temporel, en disparaissant physiquement après avoir ingéré une gélule, puis en réapparaissant. Sitôt revenu, il révèle une prédiction cruciale, une embuscade d'hommes armés visant la villa de Kinzig à minuit, prouvant ainsi sa capacité à anticiper l'avenir. Cette découverte pousse Kinzig à s'engager dans un partenariat à la vie à la mort avec Alterne, visant à conquérir le monde grâce à cette manipulation du temps. Parallèlement, Francis Ruskin, furieux de l'échec de son attaque contre Kinzig, impliquant une vingtaine d'hommes lourdement armés et masqués par la police comme un règlement de compte, se tourne vers Tommaso Siusi, un puissant mafioso. Siusi, dont les activités incluent le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent, accepte de soutenir Ruskin financièrement en échange de parts de sa société, solidifiant ainsi l'emprise de la mafia sur le monde corporatif et planifiant l'élimination de Kinzig. L'interaction souligne la profondeur de la conspiration criminelle et l'intégration des découvertes scientifiques à des fins de pouvoir et de contrôle. L'emprise de la conspiration criminelle s'intensifie. Tommaso Siusi, le mafioso, ne se contente plus d'aider Francis Ruskin. Il exige la totalité de sa Ruskin Chemical Corporation, reléguant Ruskin à un rôle subalterne et garantissant une prise de contrôle discrète de l'entreprise par le crime organisé. Parallèlement, une nouvelle dimension de l'espionnage et du complot éclate. Kinzig a orchestré un piège pour Basil Rodney, l'homme de main de Ruskin, en le faisant chanter avec des photographies compromettantes d'une rencontre intime. Ça me rappelle un petit peu ça, l'affaire Epstein-Brunel, hein. Je continue. Rodney est désormais contraint de devenir l'informateur de Kinzig au sein de l'organisation de Ruskin, révélant une infiltration profonde et une trahison interne. De son côté, Kinzig resserre son contrôle sur le savant Conrad Alterne. Sous couvert d'une hospitalité généreuse, il l'isole dans sa villa, cherchant à s'approprier entièrement la technologie du voyage temporel. Kinzig projette une fabrication massive de l'acronine, la substance de voyage temporel, ignorant les avertissements d'Alterne sur son caractère expérimental et ses dangers. Il s'oppose farouchement à l'intention d'Alterne de communiquer ses découvertes à la communauté scientifique, craignant la perte de contrôle et l'exploitation commerciale. Kinzig perçoit la recherche comme une simple affaire de gros sous et de peaufiner une découverte pour l'exploiter, s'opposant à l'éthique scientifique d'Alterne. Rebonjour, je ne sais pas qui c'est en live. Je vois une toute petite miniature, si. Je vois. Bonjour à toi. Donc Kinzig exploite immédiatement les informations extorquées à Rodney pour manipuler la chute des actions de Ruskin Chemical Corporation. Il envisage d'utiliser l'acronine pour un voyage temporel, exigeant d'Alterne une version concentrée pour un coup de bourse rapide à New York, ignorant les risques physiologiques. Donc je rappelle, une petite parenthèse, je suis en train de lire mon résumé du livre de fiction Contretemps de Christopher Stork. Alors que les actions de Ruskin sont mystérieusement rachetées en comptant par des acheteurs anonymes, Kinzig réalise un exploit impossible.
Il acquiert la totalité de la Ruskin Corporation à un prix plancher, une demi-heure avant que Ruskin ne puisse finaliser une vente avec le mafioso Siouzi. Cette prouesse, réalisée alors que Kinzig était publiquement vu à Francfort, révèle l'utilisation concrète et déstabilisante de l'acronine pour des manipulations financières d'une ampleur inédite, faisant de Kinzig un sorcier aux yeux de ses rivaux. Siouzi, furieux, jure de l'intercepter. Alterne, de son côté, perfectionne l'acronine pour permettre le voyage dans le passé. Cependant, il est horrifié par la vision de Kinzig de transformer l'acronine en une drogue de masse, un jouet temporel qui déboussolerait complètement la planète. Face à la menace de Kinzig de produire l'acronine industriellement et de le remplacer, Alterne, dans un acte désespéré pour empêcher cette catastrophe, ingère la poudre d'acronine, s'évanouissant dans un voyage temporel incertain pour échapper au contrôle de Kinzig et protéger sa dangereuse invention. Alterne, après son évasion, se retrouve en mai 1984, 2 ans avant les événements récents. Le livre date de 86. Il a emporté toute l'acronine, empêchant Kinzig de la reconstituer. Confronté à l'idée que Kinzig puisse industrialiser cette substance et causer des catastrophes planétaires, Alterne est déchiré entre laisser le passé se dérouler et intervenir. Il révèle la vérité à Louise, prouvant son récit par un saut temporel d'1 heure, la terrifiant mais la convainquant de la menace Kinzig. Alterne élabore une contre-conspiration visant à rallier les ennemis de Kinzig, le gangster Carl Nibloom et l'homme d'affaires Francis Ruskin. Il part à New York en mai 86, juste avant le coup boursier de Kinzig. Face à Ruskin, Alterne se positionne comme un prophète, dévoilant avec une précision sidérante les futures manœuvres de Kinzig, y compris la destruction financière de Ruskin et le massacre des hommes de Nibloom. Ruskin, d'abord incrédule, est stupéfié par cette prescience, qualifiant Kinzig de démon au flair infaillible. Alterne propose une alliance, cherchant un soutien financier et l'aide de Ruskin pour contacter Nibloom afin de modifier le futur et démanteler l'empire de Kinzig. Alors bonsoir à ceux qui arrivent dans le live. C'est un de mes premiers sur Patreon, donc j'ai fait un résumé d'un livre de fiction qui parle d'une substance qui permet de modifier la perception interne du temps. Et je me demandais si ça n'avait pas un rapport à ce qu'on vivait depuis le Covid. Je continue. Conrad, donc le héros principal, se présentant comme un prophète capable de remanier le futur, convainc Ruskin de la menace Kinzig en révélant des détails intimes et futurs sur ses affaires. Ruskin, ébranlé, consulte le mafioso Tommaso Siouzi, l'interrogeant sur les sorciers. Siouzi est d'abord sceptique, mais les prédictions précises de Conrad sur les plans secrets de Ruskin et l'issue d'une confrontation avec Kinzig le troublent profondément, le poussant à envisager d'exploiter les capacités de Conrad pour leur propre compte. Alterne se rend ensuite chez Carl Nibloom, un gangster berlinois dont le quartier général est un bunker orné de symboles nazis, révélant ainsi ses affiliations extrémistes et potentiellement occultes. Exact, Camille, petite parenthèse, le film The Substance avec Demi Moore. Ouais, alors j'avais vu le trailer au cinéma, je me disais il faut absolument que j'aille le voir, et évidemment j'ai toujours pas pris le temps. Mais je me disais bien que ça parlait de ça, voire de MK Ultra, hein. Je sais pas Camille si c'est le cas. Je continue. Conrad utilise un journal du futur, juin 1986, détaillant le massacre des hommes de Nibloom par Kinzig pour prouver sa prescience. Nibloom, confronté à cette preuve irréfutable et à l'idée de remanier le futur, demande si Conrad peut aussi remanier le passé et s'il est l'un des grands initiés ayant influencé le Führer. Alors à ce propos, une petite parenthèse, est-ce que ça nous fait référence à l'ouvrage d'Édouard Chouret? Ça s'appelle Les Grands Initiés, hein. Ouais, je crois que les francs-maçons et d'autres ordres initiatiques prennent comme référence, hein, puisque Jésus serait aussi un grand initié. Je continue. Conrad, percevant la croyance ésotérique de Nibloom, l'exploite habilement pour obtenir son alliance contre Kinzig. Il scelle cette alliance en disparaissant de Nibloom grâce à l'acronine, renforçant son image de figure surnaturelle. De retour en 1984, je pense qu'il n'a pas choisi cette date par hasard, l'auteur, Conrad découvre que son retard a eu des conséquences inattendues. Louise est partie chercher des affaires dans son ancien appartement, un lieu que Kinzig, ayant anticipé leur fuite, a certainement ciblé. Une lettre de Kinzig confirme l'étendue de sa contre-conspiration.
il a envoyé d'innombrables enquêteurs à travers le passé et le futur, ciblant spécifiquement Louise en raison de sa notoriété publique. Bonsoir aux nouveaux dans le live, bienvenue, hein. Je lis mon résumé d'un ouvrage qui parle d'une mystérieuse substance qui altère la perception du temps. Donc Kinzig, le personnage principal, ayant capturé Louise, fait chanter Conrad en menaçant sa compagne et en révélant les problèmes croissants liés à l'acronine. Il affirme que la substance, produite industriellement, cause des accidents, entre guillemets, et que Conrad a gardé des secrets, le forçant à reprendre son travail sous peine de dénonciation aux autorités pour les méfaits de son invention. Conrad, cherchant à comprendre ces problèmes, ça y est, j'ai du mal à me relire mes propres résumés. Conrad effectue un saut temporel vers 1987-1988. Il est immédiatement arrêté et accusé d'être responsable des victimes de l'acronine. Lors de son interrogatoire par le juge Horn, Conrad défend son invention comme un instrument scientifique détourné par Kinzig, qu'il a transformé en une drogue aux conséquences extra-humaines. Il soupçonne Kinzig de maintenir des laboratoires clandestins malgré les interdictions, soulignant l'impossibilité de contrôler un individu capable de voyager dans le temps. Je disais, petite parenthèse, on avait le film Looper, qui était sorti il y a quelques années, qui parle de justiciers qui vont dans le passé, dans le futur. Je bois un petit coup. Le juge Horn détaille alors l'impact catastrophique de l'acronine, rebaptisée Gegenzeit, GZ. Cette substance, initialement perçue comme une drogue récréative inoffensive, a généré un chaos sociétal généralisé. Elle a fourni des alibis inattaquables à la pègre, provoqué des krachs boursiers massifs en permettant la prédiction des marchés, et déstabilise la politique en offrant la possibilité de connaître les résultats électoraux à l'avance. C'est sûr que c'est pratique, ça. Peut-être que Monsieur M, il a bénéficié de ça. Allez savoir. Deuxième petite info, je profite de la parenthèse. Est-ce que vous saviez que la drogue, j'ai oublié son nom, qui fait de véritables zombies aux États-Unis, dans des villes comme Philadelphie, etc., elle est fabriquée en réalité en Chine. Elle vient de Chine. Alors, est-ce que ce serait une fameuse conspiration jaune, c'est-à-dire, comme au temps de l'opium d'ailleurs, une drogue qui est répandue par eux pour affaiblir l'Occident? Possibilité, comme ça peut ne pas être le cas, bien évidemment. On continue. Alors, on en était où? Sur le plan individuel, le Gegenzeit a entraîné des disparitions, des troubles mentaux graves et une augmentation catastrophique des suicides, ce qui nous rappelle un peu la période du Coco-19. Conrad révèle alors la menace la plus grave, la manipulation du passé. Il avertit que si des groupes d'aventuriers... oui, Camille, le fentanyl, exactement. Il avertit que si des groupes d'aventuriers altèrent des événements historiques, comme la Seconde Guerre mondiale pour que Hitler gagne, ça pourrait modifier le présent et le futur de l'humanité. Une conspiration temporelle d'une ampleur inouïe. Conrad propose au juge Horn de simuler une évasion en se transportant dans le temps pour extirper la racine du mal, neutraliser Kinzig. Horn, fasciné par l'acronine et soucieux de légitimer l'action illicite de Conrad, accepte de l'accompagner sous l'apparence d'un otage, admettant vouloir lui-même expérimenter le voyage temporel. Bonsoir aux nouveaux sur le live. Je lis un résumé que j'ai fait d'un bouquin obscur de 1986 qui parle d'une substance qui altère la perception du temps. Donc les deux s'évadent en ingérant des gélules d'acronine devant des témoins médusés. Les professeurs Schoenack et Asp, experts convoqués, tentent de discréditer l'événement, attribuant la disparition à une hallucination collective provoquée par les pouvoirs hypnotiques de Alterne, niant publiquement toute capacité de l'acronine à voyager dans le temps. Ce qui constitue une tentative de dissimulation scientifique, bien entendu. Conrad et Horn se retrouvent en juin 86. Conrad explique sa stratégie. Il doit déterminer s'il rencontre le Kinzig de 1986, ignorant encore à cette époque l'acronine, qu'il tentera de dissuader pour effacer la catastrophe future, ou alors le Kinzig postérieur, déjà corrompu par l'exploitation de la substance et venu du futur. Il emporte ses dossiers et un pistolet prêt à tuer le Kinzig du futur s'il s'avère être le criminel responsable du chaos temporel.
Horn, déguisé en assistant, servira de test. Sa reconnaissance par Kinzig confirmerait qu'il s'agit du Kinzig du futur. Donc si je comprends bien, hein, si j'ai bien compris le roman, à ce moment-là, il est prêt à tuer une seconde version de lui-même dans le futur. La rencontre avec Kinzig révèle rapidement la vérité. Malgré la tentative de Kinzig de faire croire à une première rencontre, Conrad perçoit des anomalies et refuse le champagne, suspectant un piège temporel. Kinzig se trahit en utilisant le nom GZ, qui est, vous savez, qui sont les initiales de Gegensight, la substance, terme postérieur à 1986, et il reconnaît Horn. Il déjoue l'arrestation en arguant que le crime, l'exploitation industrielle de l'acronine, n'a pas encore été commis en 1986, exploitant un paradoxe temporel pour affirmer son innocence légale à cet instant précis. Petite parenthèse, il y a des éléments qui nous rappellent Vanilla Sky, hein. C'était bien ce film avec Tom Cruise où finalement ils essayaient de prévoir, en lisant dans la pensée des gens, de prévoir leurs crimes futurs. Je continue. Conrad confronte Kinzig, révélant qu'il a déjà connaissance de son implication passée dans l'enlèvement de Louise et de la lettre de rendez-vous. Kinzig, refusant de parler devant un magistrat, tente de piéger Conrad et Horn en leur offrant du champagne drogué, dans l'intention de les entraîner dans une autre époque où il aurait tout pouvoir. Cependant, Kinzig se trahit en abusant lui-même de l'acronine, GZ, pour s'échapper temporellement à une vitesse fulgurante, son horloge biologique centrale étant déréglée par la substance. Petite parenthèse, moi c'est ce que je soupçonne aujourd'hui là, et peut-être depuis le Covid, c'est que l'horloge biologique centrale interne de beaucoup de gens est déréglée, ce qui fait que la perception du temps est complètement déréglée, on a vraiment le sentiment que le temps s'accélère. Mais si vous avez remarqué, c'est pas linéaire, c'est pas toujours. Moi, il y a des périodes où, quand je me concentre véritablement sur ce que je fais et que j'essaye de prendre du bon temps, le temps miraculeusement comment dire, redevient plus lent quand je fais pas trop attention à ce qui se passe à l'extérieur, alors que quand on est un petit peu dans la course du rat et que on essaye de bien faire et qu'on est stressé, là, ça passe extrêmement vite. Donc, il y a bien quelque chose qui, depuis quelques années, je trouve, a modifié notre perception interne du temps. Et qui fait que, comme d'ailleurs le mental, le cerveau, qui émet aussi des ondes électriques, est capable d'éventuellement modifier la matière, je ne sais pas, mais influer sur le réel qui est autour de nous, eh bien, en changeant notre perception interne du temps, on peut changer le temps en lui-même. Oui, Camille, Minority Report, tu me dis plutôt pour les crimes du futur, plutôt que Vanilla Sky. Oui, je crois que tu as raison. Ouais. Je continue le résumé. Donc, sans la liste des laboratoires clandestins, Conrad décide d'attaquer Kinzig là où il est le plus vulnérable, son empire industriel en 1986, afin de le forcer à revenir de sa cachette temporelle. Il recrute Francis Ruskin, qui le surnomme le prophète, pour manipuler le marché boursier. Horn, toujours à ses côtés, utilise sa connaissance du futur pour annoncer l'inculpation et la fermeture prochaine de l'usine de Kinzig, provoquant une chute des actions de la Kinzig Allgemeine Gesellschaft. Cette manœuvre est une conspiration financière basée sur la préscience temporelle, visant à ruiner Kinzig avant même que ses crimes ne soient officiellement commis dans cette ligne temporelle. Donc c'est un petit peu, du coup, Minority Report. Je vais faire une petite parenthèse ici. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire où des financiers ont pris des positions, soit ont acheté des actions, soit ont shorté une action, en étant sûr que l'action baisserait. Par exemple, des gens qui ont acheté American Airlines juste avant le 11 septembre. Et effectivement, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'était un événement qui était un inside job qui a été prévu par le gouvernement ou autre, hein, ou la CIA, etc. Et certains étaient au courant et donc ils ont acheté des actions, ou bien ils ont eu connaissance du futur, peut-être même très immédiat, et ont pu acheter ou shorter des actions en sachant ce qui allait arriver. Pardon. Faut quand même se poser des questions. Surtout quelqu'un qui vend des actions à découvert à l'avance,
c'est encore plus de risques que quelqu'un juste qui se dit: «Oh tiens, je vais acheter des actions American Airlines», et après il pourra dire, «Non, bah, c'est juste que je voulais acheter ça pour mon portefeuille et la circonstance a été malheureuse, quoi, c'est un pur hasard». Alors qu'il faut quand même s'expliquer davantage pour dire: «Non, non, j'ai shorté l'action parce que j'étais sûr que ça allait s'écrouler, quoi». Une entreprise hyper stable, c'est sûr que c'est un peu louche. Je continue. Pour mener à bien son plan, Conrad cherche à recruter un groupe d'hommes résolus. Ruskin le met en contact avec Tommaso Ciusi, un puissant mafioso. Horn est choqué par cette alliance avec le crime organisé, mais Conrad justifie cette entente comme un mal nécessaire pour vaincre Kinzig. Ciusi, initialement méfiant et faisant un geste pour conjurer le malocchio, est convaincu par Conrad qui, utilisant une gélule d'acronine, effectue un saut temporel d'1 heure dans le futur pour prédire avec exactitude le déroulement d'une partie de poker. Alors, ça aussi, une petite parenthèse au poker, moi qui ai joué, suivi pendant longtemps des championnats, c'est vrai qu'il y a des choses assez étranges qui se passent. Alors, Leslie. Ouais, Bergson parlait de temps sensorimoteur. Ouais, je savais pas. Camille, oui, effectivement, le propriétaire, dont je me souviens plus le nom, qui a un nom juif, ouais, propriétaire des 2 tours du WTC, même propriétaire d'une autre tour aussi, je crois, du WTC numéro 5 ou 7, qui a fait rajouter la clause de destruction de terrorisme par des avions. Il a gagné des milliards. Ouais, exact. Exactement. C'est ça qui est extrêmement louche. Peu avant le 11 septembre, il a fait ajouter à son assureur une clause qui disait qu'en cas de terrorisme, il serait indemnisé. Et le mec, quelques semaines après, banco, enfin, il a dû un peu se battre quand même, parce qu'au début, les assurances voulaient regrouper tout l'attentat pour, comment dire, un cas d'assurance, un dossier, un seul dossier de sinistre. Et lui, il a dit non, 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 la tour numéro 1, c'est un sinistre, la tour numéro 2, c'est un autre sinistre. Donc, il a eu, je sais pas, 1,5 ou 2 milliards de dollars. Et personne n'a rien trouvé à redire. Hein. C'est les mecs riches comme ça. Et ni le FBI, ni personne n'enquête sur eux. Alors que visiblement, ils savaient quelque chose avant que ça arrive quand même. Ouais, comme par hasard, comme dit Leslie, c'est clair. Alors, on en était. Ok. Conrad charge Ciusi de trouver 20 hommes pour infiltrer les réseaux de distribution du GZ et localiser les laboratoires clandestins, avec la possibilité qu'ils soient ensuite utilisés pour liquider ces installations en 1987, démontrant une approche radicale et une planification de longue date pour démanteler l'organisation criminelle temporelle de Kinzig. Conrad, refusant de confier la résolution du problème Kinzig aux voies légales, révèle un plan audacieux impliquant des figures du crime organisé. Il s'assure que Tommaso Ciusi, le mafioso, déduit que la substance GZ est la clé des voyages temporels de Conrad, expliquant ainsi ses prophéties. Alors, petite parenthèse, parce qu'à propos de crime organisé, là, dans l'actualité, ça vous a pas échappé que le propriétaire, la Corse, enfin ils sont deux, mais de l'établissement bar discothèque là en Suisse, où il y a eu les incendies, il a été condamné pour proxénétisme aggravé dans les années 90. Dans les années 2000, il a été condamné pour malversation financière, etc. Donc là aussi, hein, là aussi, enfin, les deux propriétaires sont même pas pour l'instant en garde à vue ni inculpés, bizarrement. Tout le monde se dit mais où est-ce qu'ils sont, hein? Ils sont protégés. Ouais, crime organisé là aussi. Hein. Le mec est corse, comme par hasard proxénétisme, etc. Bon, voilà. Et ça finit bizarrement tout ça. Mais ça m'étonne pas pour des gens qui sont tournés vers le profit. Niveau sécurité, c'était très très craignos apparemment dans leur discothèque, d'après les témoignages d'un des parents d'une des victimes, hein, notamment. Alors, on continue sur le livre. Le savant vise à s'emparer des stocks de GZ, de Kinzig, et à détruire ces usines, non pas pour les remettre aux autorités, mais pour les récupérer à des fins personnelles et scientifiques. Pour ça, il recrute Karl Nieblum, un vieux nazi et chef d'une bande de fanatiques,
que Conrad a convaincu être l'un des grands initiés ayant inspiré le Führer. Intéressant ça, quand on sait que Hitler était arrivé là par des sociétés secrètes notamment qui le poussaient derrière, donc notamment la Thule-Gesellschaft et d'autres ordres, hein, des grands initiés ayant inspiré le Führer. Cette alliance inattendue mêlant science avancée et croyances ésotériques choque Horn, qui s'inquiète de la moralité des méthodes illégales et de la possibilité que ces criminels ne reprennent les activités de Kinzig. Conrad assure avoir une parade pour ces éventuels retournements. Conrad et Horn voyagent ensuite dans le futur pour participer directement au raid sur l'usine de Kinzig. Horn, malgré ses scrupules, se retrouve complice d'une effraction et d'un vol, tout en faisant preuve d'une connaissance prémonitoire des lieux, grâce à ses futurs scellés. L'opération vise à subtiliser les stocks de GZ et à anéantir l'infrastructure de production de Kinzig, avec l'instruction surprenante de ne faire aucune victime et de ramener Kinzig ou Louise s'ils sont trouvés. Conrad découvre Louise et Nicolas, victimes de Kinzig, emprisonnés et gravement affaiblis par le GZ. Louise révèle que Kinzig l'a soumise à des voyages temporels forcés via le GZ pour la réduire en esclavage, la torturant physiquement et psychologiquement. Elle décrit des expériences de délire terrifiant ou de réalité d'époque nouvelle lors de ces voyages qui la vident de son énergie. Kinzig cherche à remodeler l'avenir pour devenir maître du monde en s'inspirant du passé, utilisant Louise et Nicolas comme cobayes pour ses chimistes dans une conspiration médicale. Nicolas confirme ses expérimentations et le plan de Kinzig de se replier dans un nouveau centre secret près de Munich pour sa conquête mondiale. Je vais faire une petite parenthèse ici parce que ça me rappelle le film Complot de Richard Donner avec Mel Gibson. Et en regardant plusieurs fois le film, on se demande vraiment si, à la fin, je vais pas spoiler la fin, mais Mel Gibson, il a souvent des visions dans son esprit d'une ancienne usine désaffectée. Enfin, d'une sorte d'ancienne usine avec cheminée qui est à côté d'un hôpital psychiatrique à moitié désaffecté, bref. Et en fait, ça lui servira puisque il se rendra compte à la fin que il va réussir à trouver ce lieu. Et donc, c'est là que l'attente des agents de la CIA pour le buter, lui, et puis la fille du ministère de la Justice. Mais effectivement, on se dit, mais tiens, là, il a eu des bribes du futur, c'est-à-dire de l'endroit où il se retrouverait. Comme s'il pouvait contrôler, en fait, ces agents de la CIA, comme s'ils avaient pu contrôler ses futures actions. Moi, je pense que c'est plutôt ça que le fait qu'ils se souviennent d'une usine désaffectée dans laquelle il y a eu des expérimentations MK Ultra sur lui dans le passé et qu'il la reconnaîtrait plus tard. Voilà. Enfin, c'est troublant en tout cas. Je continue. Alors que les stocks de GZ sont sécurisés, Nibloom, révélant ses véritables intentions, propose à Conrad d'utiliser le voyage temporel pour retourner en 1942. Son objectif est d'aider les nazis à gagner la Seconde Guerre mondiale, d'établir un règne de 1000 ans et d'utiliser des armes nouvelles, y compris nucléaires, pour modifier le cours de l'histoire. Conrad est horrifié, réalisant que Nibloom partage la même folie mégalomaniaque que Kinzig, mais avec un complot politique et historique encore plus dévastateur. Nibloom révèle à Conrad son plan de conspiration politique et temporelle, retourner en 1942 pour influencer Hitler à Berchtesgaden, et utiliser des armes nouvelles pour gagner la Seconde Guerre mondiale et établir le règne. Donc Conrad est horrifié, d'autant plus qu'il suspecte Kinzig d'avoir établi son nouveau repère près de Munich, potentiellement au nid d'aigle de Hitler, créant un point de convergence dangereux pour deux antagonistes aux ambitions démesurées. Il y en a un autre, petite parenthèse, de président qui a des ambitions démesurées en ce moment. Pendant ce temps, le marché du GZ, la drogue altérant le temps, est relancé par les réseaux criminels de Siouxsie, Ruskin et Nibloom, qui ont récupéré les stocks de Kinzig. Conrad, épuisé par ses recherches, utilise lui-même le GZ pour manipuler son propre temps biologique et travailler sans relâche. Il confie au juge Horn avoir découvert la source des effets dévastateurs du GZ sur la glande pinéale, l'horloge biologique centrale, qui s'hypertrophie et dérègle le temps interne, causant vieillissement précoce et déperdition d'énergie. Tiens donc. Enfin, je fais le surpris, mais c'est quelque chose que j'ai résumé déjà il y a plusieurs jours.
Hem, est-ce que vous avez remarqué et même quand les gens discutent sur les forums et cetera, disent, «Oh putain, telle star, elle a vachement vieilli super vite, quoi». Enfin, tu as l'impression qu'en 2-3 ans, certains ont pris 15 ans. Je sais pas si vous avez cette même impression? Et bien sûr, on a dit: «Ah, ça est-ce que c'est pas le vaccin qui, comment dire? Qui augmente le fait de s'oxyder», là, je sais plus comment on dit. Mais, là, on a finalement la modification de la glande pinéale et donc de l'horloge biologique centrale qui s'hypertrophie et dérègle le temps interne, qui cause un vieillissement précoce et une déperdition d'énergie. Beaucoup de gens, ces derniers temps, surtout depuis 1 an, 2 ans, disent qu'ils ont eu moins d'énergie qu'avant. Oui, Leslie, ouais. Beaucoup de vieillissement prématuré, bah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, on le voit, hein. Ariana Grande est méconnaissable. Oui. Alors d'autant plus elle a eu, il me semble, un cancer jeune, hein, malheureusement. Il me semble qu'elle a lutté contre ça aussi, quoi. Ouais. Conrad donc a développé une substance, l'altérine, un acide aminé qui, mélangé au GZ, protège la glande pinéale. Ce GZ ersatz permet aux utilisateurs de vivre l'illusion de voyage temporel sans les conséquences physiques et mentales néfastes. Son plan est de saturer le marché avec cette version inoffensive pour désintoxiquer massivement les consommateurs sans qu'ils le sachent, neutralisant ainsi la menace de l'acronine à l'échelle planétaire. Louise a déjà bénéficié de cet antidote, mais Nicolas est trop atteint. Conrad, bien que n'ayant pas encore résolu comment déjouer le projet de voyage nazi de Nibelung, part avec lui vers Berchtesgaden, lieu pressenti pour le nouveau centre de Kinzig. Ils sont suivis par 40 hommes armés déguisés, soulignant la nature clandestine et potentiellement militaire de l'opération. Donc voilà la fin du petit résumé que je vous ai fait de cet ouvrage, Un contretemps, en 1986 de Christopher Stork. J'essaierai de vous le mettre ici sur Patreon, le résumé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la situation actuelle ou par rapport au Covid? Camille, l'inverse est vrai aussi. Je me demande comment des stars comme Tom Cruise ou Nicole Kidman font pour rester si jeunes alors qu'ils ont plus de 60 ans. Alors, c'est vrai pour Tom Cruise. Malheureusement, Nicole Kidman, elle a eu le malheur de se refaire faire des trucs, là, de mettre du silicone dans sa bouche et tout. Enfin, malheureusement, elle serait restée très belle en vieillissant normalement, mais elle a décidé de faire n'importe quoi. Donc, moi, je trouve qu'elle fait déjà vieille momie. Super que, surtout elle est très maigre, donc ça pardonne pas. Tom Cruise, par contre, ouais. Par contre, lui, il a un mental de gagnant, Tom Cruise, hein. C'est le style à avoir lu toute sa vie des ouvrages comme Pouvoir illimité de Tony Robbins. Et puis, c'est un scientologue. Donc, il vit dans le luxe permanent. Enfin, il est très riche et il a de quoi. Mais enfin, il a vraiment un mental de gagnant et je pense que ça joue sur le physique aussi. Par contre, si on prend d'autres exemples, rester si jeune, Mick Jagger. Vous prenez ce mec, alors, il a quand même l'air d'un vieux débris, mais je veux dire, lui et puis il y a un autre membre des Rolling Stones, là, quand vous voyez ce qu'ils se sont farcis comme drogue, toutes les drogues, hein, depuis les années 60, plus la boisson, hein, l'alcool, plus Dieu sait quoi, plus les tournées et tout, enfin, ils ont fait quoi, 1500, 2000 concerts, même plus que ça. Le mec, il est toujours là et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est vrai que tu te poses des questions. Après, certains m'ont dit, on sait que certaines personnes vont dans des cliniques en Suisse pour voilà, renouveler le sang notamment. Enfin, faut pas trop regarder dans le détail. Alors, comment est orthographié acronine dans le livre A, C, H. Attendez que je le retrouve. Je vous dis ça tout de suite. Ah, ça y est, j'ai perdu. On est où là? Hop, hop, acronine. A-C-H-R-O-N-I-N-E. Oui, oui, Leslie, exactement. Keith Richard aussi. Je crois qu'il est toujours pas mort, enfin heureusement pour lui, mais je veux dire, le mec, il a une peau de parchemin, il a fumé peut-être 2 paquets par jour toute sa vie. Il a, il a bu, il a pris des drogues, et le mec, il est toujours là. Alors que t'en as qui meurent à 30 ans, comme par exemple le premier batteur des Clash.
1er batteur des Clash, le mec, il est mort à même pas 30 ans. Et il y a d'autres exemples, hein, comme ça. Merci Camille pour nous avoir suivis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, en tout cas, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci Fourmandzak. Merci à tous. À bientôt.